Les musées et les scientifiques travaillent depuis un certain nombre d'années main dans la main. Et quand je dis main dans la main, c'est important parce que chacun apporte ses propres connaissances. Le conservateur va apporter ses connaissances en histoire de l'art et ses connaissances vont pouvoir aussi aider le scientifique qui va lui permettre d'apporter des éléments sur la constitution d'une œuvre, sur les pigments utilisés, etc. C'est une aventure toujours extraordinaire et on ne fait pas appel malheureusement suffisamment souvent aux scientifiques parce que voilà, c'est question de temps, question d'argent. Mais nous, en tant que conservateurs, il y a plusieurs choses qui nous intéressent. Les sciences vont permettre d'aller voir dans l'invisible. Ce que l'on voit quand un tableau est accroché, c'est voilà, on a une lecture esthétique, on peut, quand on a un petit peu l'habitude, voir des usures et donc voir une préparation, une sous-couche et que viendra confirmer après le scientifique. On fait appel aux méthodes scientifiques pour plusieurs choses. D'abord parce qu'on a envie d'en savoir plus sur la création de l'œuvre, donc comment le peintre s'y est pris pour réaliser son œuvre. Quels sont les matériaux qu'il a utilisés, et ces matériaux vont être très importants parce que ça peut aussi nous confirmer si c'est un tableau du XVIIe siècle ou au contraire c'est un faux du XIXe siècle. On va faire appel donc pour l'authentification, pour la datation, pour la conservation, pour l'étude simplement aussi, pour avoir plus d'informations concernant le métier du peintre. Et puis on fait souvent appel, quand un tableau est à restaurer, qu'il y a une grosse restauration à faire, on fait appel à ces méthodes scientifiques aussi pour pouvoir guider la main du restaurateur. Je dois ajouter, avant que tu n'interviennes, qu'en général, ces méthodes scientifiques, on essaie qu'elles ne soient pas destructives, mais que parfois, on est obligé de détruire, entre guillemets, un petit peu l'œuvre, c'est-à-dire qu'il y a des prélèvements de faits dans des zones qui sont les plus caractéristiques, mais à ce moment-là, c'est de l'ordre vraiment je ne suis pas scientifique, mais vraiment de la taille d'une tête d'épingle. Et ce tout petit prélèvement va ensuite être réanalysé. Donc là, on est dans les méthodes d'analyse, on n'est plus dans les méthodes d'examen, mais avec une analyse stratigraphique qui va pouvoir permettre d'obtenir beaucoup d'informations. En effet, le scientifique est toujours très curieux, et auquel cas, depuis 30 à 40 ans, il s'intéresse beaucoup, disons, à ce qui concerne le patrimoine, donc de par les questions qui sont posées. Par ailleurs, il y a eu énormément de progrès de faits dans les laboratoires. Alors là, il faut se placer, disons, on a entendu le mot matériaux, donc ça peut être le physicien, ça peut être le chimiste, la matière vivante, ça va être le biologiste, ça peut être le géologue. Donc tous ces gens ont un objectif commun, et c'est de bien connaître la matière qui nous entoure. Alors dans le cas d'une œuvre d'art, effectivement, donc les couleurs sont liées à des pigments, et donc on sait maintenant que les pigments, selon leur taille, qui est généralement inférieure au diamètre d'un cheveu, donc c'est quelques centaines de nanomètres, vont donner des couleurs assez différentes. Alors maintenant, comme ça a été dit précédemment, donc effectivement, il faut trouver un moyen d'analyser. Donc, soit on déplace l'œuvre au laboratoire, mais vous voyez que l'encombrement ne permet pas toujours d'aller au laboratoire, parce que les instruments sont habitués à travailler avec des quantités de l'ordre du milligramme, de la centaine de milligrammes. Ou alors, le physicien et les ingénieurs vont concevoir des instruments pour pouvoir, disons, venir in situ faire, disons, une recherche, par exemple, au niveau de la spectrométrie de masse, disons, sur le tableau. Alors, ce qui se passe en plus, c'est que le dossier scientifique doit comporter un certain nombre d'éléments qui sont plus ou moins connus. Comment a été stockée l'œuvre d'art? La température, l'humidité, la lumière, parce que ce sont des paramètres qui vont pouvoir, avec le temps, modifier certains aspects, disons, de la peinture. Par ailleurs, il peut y avoir
de la poussière qui se dépose. Dans certains cas, il y a des gens qui ont protégé avec des vernis. Voulant essayer de restaurer, finalement, ils ont plus dégradé l'œuvre d'art. Donc, c'est ça qui est contenu dans le dossier scientifique, afin d'avoir un maximum d'informations. Et après, pour rebondir sur les instruments, effectivement, une petite quantité de matière, maintenant, peut être, disons, analysée avec beaucoup de finesse, pratiquement à l'échelle atomique. Mais néanmoins, il faut, disons, des instruments qu'on peut trouver dans les laboratoires classiques, voire aller sur ce qu'on appelle, disons, dans le jargon de la science, des grands instruments, où on va avoir en fait une collection d'informations qui va être très très rapide. Ça veut dire qu'on va, disons, multiplier la quantité d'informations. La difficulté, ça va être après de traiter cette information. Mais on va la traiter en liaison avec le conservateur. Et toutes les questions qui ont été posées dans le dossier scientifique, en fait, doivent être répondues totalement ou pas totalement. Alors, puisque tu parlais de ce tableau, voilà, c'est un très bon exemple des questions que l'on a pu se poser. C'est un tableau qui a été fait vers les années 1630, on va dire, et qui était attribué à Georges de la Tour, un grand peintre lorrain du XVIIe siècle. Certains pensaient que c'était un original, puisqu'on sait que Georges de la Tour a fait une extase de Saint-François, qui est le sujet de ce tableau. Certains pensaient que c'était une copie, soit une copie de l'atelier, puisqu'à l'époque, les grands maîtres avaient aussi des ateliers où ils formaient des élèves, ils avaient des collaborateurs, etc. Et que la notion de réplique n'avait pas du tout le côté péjoratif que ça a aujourd'hui. Et puis, certains doutaient. Donc, pour être certain, le tableau a subi un grand dossier scientifique pour savoir si vraiment on pouvait l'attribuer à la Tour ou si c'était une copie d'atelier ou une copie autre. Et c'est donc là que, compte tenu de toutes les connaissances qu'on a acquises dans les laboratoires, sur tous les travaux qui concernent la physique et la chimie, on va dire des nanoparticules, donc des particules infiniment petites. Donc après, on va pouvoir appliquer en fait tous ces résultats pour le traitement de certains pigments au niveau de cette œuvre d'art. Donc effectivement, un petit prélèvement, et on va pouvoir faire une analyse complète de la composition chimique. On va dire qu'on va savoir quels sont tous les éléments qui appartiennent, disons, à cette infime, disons, à ce grain de matière, avec une précision de quelques pourcents pour certaines espèces atomiques, voire nettement mieux pour d'autres espèces atomiques. Ensuite, on va pouvoir également faire des études structurales, des études de la morphologie des petites particules. Et on va pouvoir corréler, en fait, avec les mêmes travaux, mais sur des vrais de la Tour. Et c'est là qu'on va peut-être s'apercevoir, soit on a les mêmes résultats, soit on a des résultats différents. Et donc le résultat, c'est que ce n'est pas un tableau de Georges de la Tour. Ce qui n'empêche que c'est un très beau tableau quand même. Hein, faut pas du tout, il n'y a pas de jugement de valeur uniquement dans l'attribution à un peintre. Mais il s'avère que la toile sur laquelle est peint ce tableau, c'est une toile dont la texture correspond tout à fait aux toiles qu'on utilisait au XVIIe siècle. Ça, c'est une chose. Quand on s'approche vraiment de près avec une loupe ou un microscope, on s'aperçoit au niveau de la table en particulier qu'il y a des usures qui montrent que la préparation, puisque les peintres en fait ne peignaient pas directement, hein, ils avaient le support, ils avaient l'enduit, la préparation, et puis des couches de peinture, le vernis, etc. On s'aperçoit que la préparation est rouge, ce qui ne correspond pas du tout en fait aux préparations qu'utilisait Georges de la Tour pour ses œuvres, et a priori non plus les gens qui travaillaient dans son atelier. La Tour utilisait plutôt des couches brunes et non pas ces couches rouges déjà. Et voilà, donc ça c'était une chose, la préparation ne correspondait pas, la toile correspond à ce qui se fait au XVIIe siècle. Méthode d'examen, la radiographie nous a beaucoup apporté, évidemment, puisque ça nous permet de voir l'écriture du peintre en particulier, voilà, ce qui est sous-jacent, comment le peintre travaille, comment il pose ses lumières, comment il dessine, si on doit dessiner. Malheureusement, l'infrarouge n'a pas donné grand-chose parce que voilà, les pigments ne pouvaient pas permettre la pénétration, on va dire, du rayonnement. Mais voilà, il s'avère qu'à la radio, on voit bien que
ce très beau portrait, parce qu'il y a aussi, on y reviendra, mais quelque chose qui est étonnant dans ce tableau, c'est que quand on le regarde de près, il y a des choses qui sont très bien faites et des choses qui sont beaucoup moins bien peintes. Par exemple, la cordelette ici, c'est une beauté. Celle de Frère Léo, là, beaucoup moins bien. En revanche, le profil de ce moine est fantastique. Celui de Saint François est beaucoup plus faible. Le livre est faible. En revanche, la bougie ici, c'est relativement fort. Donc, en tout cas, la radio a montré que ce n'était pas du tout la même manière de peindre que Georges Latour. Georges Latour, toujours des rehauts un peu graphiques, très allusifs, c'est très virtuose. Ici, quand on regarde la radio, on a des touches qui sont beaucoup plus empâtées, enfin une manière de faire qui ne correspond pas du tout aux Latour qui ont été radiographiés, étudiés et qui sont considérés comme des vrais Latour. Donc, comme disait Jean-Marc, c'était très facile de faire en fait la différence entre un vrai Latour et un Latour qui a priori était faux. En revanche, ce qui est un petit peu compliqué, c'est qu'on ne connaît pas encore tout ce qui se passait dans les ateliers. Et a priori, ce n'est pas une copie d'atelier, puisqu'en fait, les élèves, les collaborateurs utilisaient les mêmes préparations. Mais en tout cas, c'est une copie ancienne, puisque les pigments qui ont été analysés, grâce aux méthodes scientifiques, montrent que les pigments utilisés étaient ceux qu'on utilisait aussi au XVIIe siècle. Voilà, donc ce n'est pas Latour, a priori pas une copie d'atelier, mais c'est une copie ancienne, peut-être faite 20 ou 30 ans après l'original. Je voulais vous montrer un autre exemple dans cette salle consacrée au peintre caravagesque italien. C'est ce tableau qui est de l'entourage d'Artemisia Gentileschi, qui est une œuvre absolument magnifique, une très belle allégorie de la peinture. Et ce tableau posait des gros problèmes de conservation. Il y avait une restauration très importante à faire et donc il est parti au Centre de recherche et de restauration des musées de France. Il y a eu tout un dossier scientifique de créer autour de ce tableau, d'autant essentiellement au départ pour connaître le degré d'altération de l'œuvre. On sait qu'il y avait des altérations qui étaient profondes et là, seules vraiment les méthodes scientifiques pouvaient renseigner justement les restaurateurs pour qu'ils puissent faire leur restauration dans de bonnes conditions. Et ce tableau a évidemment été passé à la radiographie et à ce moment-là, on a eu une très grosse surprise que je vous montre. Voilà la radiographie de cette allégorie de la peinture. Et qu'est-ce qu'on voit ? Quand on tourne cette radio, on s'aperçoit qu'ici, on a une mitre, on a un visage, on a un bras, donc on a en fait une tête d'évêque qui est penchée. On s'aperçoit aussi qu'ici, on a un autre personnage penché vers l'avant, on aperçoit le visage, on aperçoit l'épaule, etc. On aperçoit une main avec des doigts, qui ne peuvent pas être les doigts de l'évêque, puisque la main est beaucoup trop dans une position beaucoup trop basse. Donc il y a beaucoup d'éléments qui nous font évidemment penser que cette toile avait été peinte, qu'elle a été réutilisée par le peintre pour peindre cette allégorie de la peinture et que cette toile même a été découpée pour correspondre aux dimensions qu'il voulait avoir pour sa réalisation.